Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection qui se fait dans le cadre de la reprise que la Cinémathèque suisse fait pour la première fois de la quinzaine des cinéastes, cette prestigieuse section du Festival de Cannes qui est née en 1969. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on était ici avec le directeur, enfin le délégué général comme ça, qui s'appelle de la quinzaine, le nouveau Julien Reil, pour parler du film de Hong Sang-soo. Et je vous rappelle aussi que dimanche prochain, nous présenterons ici même aussi L'Arbre Papillon d'Or, film qui a remporté la Caméra d'Or à Cannes et qui était aussi sélectionné dans le cadre de la quinzaine en véritable avant-première. Et si vous voulez voir d'autres films de la quinzaine, eh bien, ce dépliant qui a mis un peu de temps à arriver est enfin arrivé. Vous le trouverez à la sortie sur le bar des vestiaires. Alors, je vous dis tout de suite que Cédric Kahn n'est pas là maintenant, mais il nous rejoint tout à l'heure parce qu'il est en train de présenter son film à Genève. Comme vous savez, le film a beaucoup de succès, donc c'est très bien. Et voilà, il le présente à Genève et il vient ici pour en parler avec vous après la projection. Donc je vous rassure tout de suite, Cédric Kahn sera parmi nous tout à l'heure. Alors comme il n'est pas là, j'en profite pour dire quelques mots sur lui. Cédric Kahn est un cinéaste important, français, et pas seulement cinéaste puisqu'il a aussi une belle carrière d'acteur derrière lui. Il a remporté le prix Jean Vigo avec Trop de bonheur en 94, il a remporté le prix Louis Deluc avec L'ennui en 98, et il a réalisé un film dont vous vous souvenez peut-être parce qu'il avait été sélectionné à Cannes, mais aussi parce qu'il a été tourné partiellement en Suisse, coproduit par Vega Film en Suisse, qui était Roberto Succo, le film inspiré du roman homonyme qui raconte l'histoire de ce tueur en série d'origine italienne qui avait fait d'ailleurs pas mal de scandales à l'époque au moment de sa sortie. Certaines régions françaises vont même interdire sa sortie. C'est un cinéaste important qui a réalisé, dont le procès Goldman est le 12e long métrage, film qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, il y a donc au mois de mai à Cannes, et qui, comme vous l'avez probablement lu, a eu immédiatement beaucoup de succès. Mais il est aussi un cinéaste prolifique, puisque depuis, il a présenté à Venise son 13e film, Making of, une comédie sociale sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir après avec lui. Je ne vais pas vous dire grand-chose du procès Goldman, le film se porte lui-même et surtout pas dévoiler le développement de ce film de procès, comme vous le savez, mais peut-être juste préciser une petite chose, parce que je me rends compte qu'en parlant avec des Suisses, certains Suisses ne connaissent pas forcément la figure de Pierre Goldman qui est au centre de ce film et que vous voyez interprété par son acteur principal derrière moi. Juste vous dire que suite à un premier procès en 1976 où il avait été condamné à la perpétuité, il y a tout un mouvement social un moment politique et social qui va se faire en France, très important. Il va être soutenu par énormément d'intellectuels français qui vont d'ailleurs être en partie cités au tout début du film. Et c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est important de le savoir, dont la grande comédienne Simone Signoret, Régis Debray, mais aussi d'autres comme Eugène Ionesco, qui sauf erreur n'est pas cité dans le film. L'avocat principal que vous allez voir dans quelques instants sur cet écran est une figure du barreau français qui a eu beaucoup de succès par la suite et qu'on a revu souvent dans les médias, qui a aussi eu un rôle important dans la politique française, qui est Georges Kiechmann. Ce nom vous dira certainement quelque chose. Et ici, il est interprété par Arthur Harari, qui est pas seulement comédien, mais qui est aussi cinéaste. Il a notamment réalisé Onoda et il est le co-scénariste de sa compagne Justine Triet, de la fameuse Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Voilà, je crois que j'en ai bien assez. Je vous souhaite une bonne projection, une bonne découverte du procès Goldman et on se retrouve tout à l'heure avec Cédric Kahn à la fin de la projection. Merci à vous et à bientôt. Mesdames et messieurs, Cédric Kahn. On peut s'asseoir. Bonsoir à tous.
Comme promis, Cédric Kahn nous a rejoint après son voyage un peu en Suisse où le film a été présenté en avant-première. Je rappelle aussi que le film sort partout en Suisse romande et que si jamais vous pouvez dire à vos camarades qui, à Lausanne, ils se trouvent aux galeries. Je vais commencer par une première question, mais après on pourra faire circuler un micro parmi vous pour vos questions, mais peut-être de raconter l'origine du projet, c'est-à-dire le pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à l'affaire Goldman, plus particulièrement au procès, et comment s'est déroulé le processus d'écriture, qui est quand même un processus, disons peut-être, particulier par rapport à un tel projet. Ah, il y a plusieurs questions. Oui. Le pourquoi, c'est toujours la première question qu'on me pose à propos de tous les films, et c'est la question la plus compliquée en fait, parce que il y a une part intuitive dans le fait de choisir un sujet. Donc voilà, une part consciente et inconsciente. Alors je vais répondre à la part consciente. Je découvre Goldman par son livre. Il a écrit un livre plaidoyer entre ces deux procès. C'est sa personnalité d'abord qui m'accroche, où je me dis qu'il est, comme vous avez pu voir dans le film, c'est une personnalité complexe, riche, transgressive. Il est ambivalent, ambigu. Enfin voilà, je trouve qu'il y a son spectre est large en fait. Il y a beaucoup de façons de le regarder, donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire au cinéma avec lui. Et puis voilà, le temps passe. J'ai lu ce livre il y a une quinzaine d'années, et j'écarte l'idée de faire un film sur sa vie. Puis ça m'intéresse pas tellement en fait de faire ce qu'on appelle des biopics. Et petit à petit, je me dis, ouais, c'est sa parole, c'est sa pensée qui m'intéresse le plus. Et je me dis, le procès, c'est le lieu du langage, quoi. C'est vraiment le lieu du langage comme habit, comme instrument de défense, comme instrument stratégique, aussi comme instrument de vérité ou de mensonge. Enfin voilà, je trouvais que le lieu du procès était vraiment l'endroit où on pouvait rendre la complexité et la richesse de sa langue. Voilà, donc je dirais que la première envie, c'était de rendre hommage à sa langue, à son langage, à sa langue. Ouais, je trouve qu'il parle une langue particulière, Goldman. Il a un langage. Voilà, donc l'idée, c'était d'essayer de se rapprocher le plus possible. Et puis autour de lui, il y a des grands orateurs aussi. Donc tout à coup, ce procès allait devenir un lieu de dialectique intéressant. Donc voilà, donc l'idée était d'abord de recueillir la parole du procès, enfin de reconstituer ce procès le mieux possible. On n'a pas eu accès à ce que les gens appellent les minutes des procès, ce qui est noté par les greffiers, parce qu'à l'époque les greffiers ne notaient pas les débats. Donc la scénariste du film a reconstitué le procès à partir des articles de journaux de l'époque, en croisant le maximum d'articles de journaux de façon à se rapprocher le plus possible du verbatim exact, donc avec une marge d'erreur possible évidemment. Et puis après, il y avait des trous forcément, donc on a fait un travail de dialoguiste et de scénariste plus classique. On a inventé des dialogues et on a même aussi des fois inventé des scènes. Voilà, en gros. L'autre élément clé en dehors de l'écriture, c'est le dispositif. Parce qu'il y a véritablement, on ressent en le voyant, bon évidemment c'est un film de procès, ça se passe dans la salle du procès, presque exclusivement à part le début, mais il y a un véritable dispositif que vous avez mis en place, et j'imagine aussi de tournage, que ce soit en termes de mise en scène par rapport aux caméras, mais aussi par rapport aux comédiens. Et comment ça s'est développé ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fabrique des films, il y a beaucoup de questions économiques en fait. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais en fait. Donc assez vite, je suis parti avec cette idée que j'ai tenu bon, que la salle serait pleine tout le temps. Et c'est un coût énorme quand même, ça a pris une grosse partie du budget. Et que les acteurs joueraient face à une salle pleine, ce qui pour moi allait forcément modifier le jeu. Les acteurs jouaient vraiment au ras du scénario, sans aucune improvisation, mais la salle, chacun connaissait sa fonction, mais la salle était totalement libre de ses réactions et les gens ne connaissaient pas le scénario. Donc on a tourné dans l'ordre du procès, dans l'ordre où vous avez vu le film, et les gens suivaient les débats exactement comme vous, au jour le jour, et ils réagissaient, voilà, avec l'intensité, la spontanéité qui leur convenait. Donc jamais j'ai dit, là vous rigolez, là vous criez, là vous vous énervez, là vous vous offusquez. Tout ça, c'était des réactions spontanées. Et
pour capter le maximum de choses et perdre le moins de réactions possibles, on a tourné à 3 caméras, tout le temps. Voilà. Donc salle pleine, 3 caméras. Et toutes les scènes étaient tournées dans la longueur. Il n'y avait jamais des petits bouts de 3 ou 4 phrases, c'était toujours des morceaux au moins de 7, 8, 10 minutes d'affilée. Donc l'idée c'était d'avoir un résultat le plus live possible, le plus réel possible. Mais c'est un effet de réel évidemment, hein. C'est une fiction, c'est joué par des acteurs. Est-ce qu'il y a des fois où la règle ne fonctionnait pas dans le tournage, ou au contraire finalement, comme la fin, le dispositif oui, c'est ça, comme à la fin, les réactions par rapport au jugement, Ouais, il y a quelques fois où j'ai dit non, là, restez silencieux. Bah, par exemple, sur la scène du poster, la salle surréagissait. Là, à un moment, je me dis mais non, c'est plus fort si les gens, c'est un virage plus impressionnant si les gens regardent cette démonstration de Kejman quand il met le poster au milieu des policiers. Donc là, voilà, par exemple, c'est un exemple que j'aurais demandé de ce terme, mais il y a peut-être 2 ou 3 fois où j'ai donné une indication à la salle, et c'était plutôt dans le sens de retrancher. Il fallait plutôt les calmer que les exciter, quoi. Non, pour l'anecdote, Arthur Harari, qui joue Kejman, un jour, la salle était tellement excitée, il m'a dit Cédric, tu vas être dépassé par la machine que tu as mis en place. Et vous avez tourné dans un lieu qui a été créé pour l'occasion, en l'occurrence. Le lieu a été créé pour le dispositif. C'est un décor, ouais. Bah, il faut comprendre que les tribunaux sont occupés. Hein. Ah bon? Ils ont autre chose à faire que d'accueillir des tournages. Non, mais ils peuvent accueillir une journée de tournage, mais accueillir un tournage de 3 semaines d'affilée, c'est très compliqué, à part l'été. Il se trouve que ça ne correspondait pas aux disponibilités des comédiens, donc on a été obligé de fabriquer un décor. Et peut-être juste une question pour la fin, enfin, c'est un petit peu la fin, mais c'est le rapport avec l'aujourd'hui. Dans le choix que vous avez fait au début de raconter ces histoires, enfin au moment où vous avez décidé que vous alliez en faire un film de cette manière-là, est-ce qu'il y avait cette conscience du fait que ce discours, tout ce qui se dit dans le film, est quelque chose d'extrêmement vivant et contemporain par rapport à l'aujourd'hui? On m'a posé beaucoup de fois la question, et pas vraiment. Je dois dire, si je fais une réponse honnête, pas vraiment. J'avais plutôt la crainte inverse, que cette histoire soit un peu vintage. Non, évidemment, bah, vous savez, quand on fait des films, si on avait des certitudes, ça serait fantastique, mais on a surtout beaucoup d'inquiétudes. Donc je me disais, cette histoire va intéresser plus personne. Les gens, alors je ne sais pas en Suisse quel est le rapport à ce fait divers, mais en France, je ne savais pas si c'était une histoire tombée aux oubliettes. Et bon, alors quand même, en écrivant, on se disait, il y a quand même des échos, on voyait bien la sociologie, la province contre Paris, l'élite contre les petites gens. Vraiment, les témoins, c'est des gens simples qui possèdent pas forcément le langage. Mais le racisme de la police, etc. Mais oui, en écrivant, on a commencé. Mais au départ, en tout cas, c'est pas ce qui a. C'est pas ce qui a motivé l'idée du film. Non. Il y a des questions ? Avant que je vous passe la parole, juste une question, parce qu'on en a discuté avant, et puisque vous êtes parmi les premiers spectateurs suisses à voir le film, est-ce que vous seriez d'accord de lever la main ceux qui connaissaient déjà l'affaire Goldman avant de voir le film? Oula! Ah, quand même, hein? D'accord. Incroyable. Donc voilà. Incroyable. La parole est à vous. Un micro circule. Merci de continuer de lever la main. C'est à peu près la moitié, quoi. Voilà, ici. Ouais, attends. Ici. Ouais, mais sinon, je répète à voix haute votre question. À voix. Par rapport au grain et au choix de l'image du film, oui, enfin, on a fait un travail sur les couleurs et sur le cadre. C'est filmé en 4/3. On avait envie que ça se rapproche d'une image d'archive un peu, que ça ressemble à une archive, mais c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on voulait que ça ressemble à un documentaire, mais c'est pas du tout un documentaire. Mais c'était pas tellement c'était pas par esthétique en fait, c'était plus par. Il y a eu un soin vraiment tout au long du film de privilégier la parole et de mettre en scène la parole. Et alors ça passait aussi par le fait qu'il y ait une certaine sobriété à l'image. Voilà, il fallait que
que l'image, que les effets visuels de caméra disparaissent au profit de la parole. Il fallait vraiment que la parole soit la chose la plus saillante du film. Autre question? Oui, tout là. Non, pardon, j'ai cru. S'il vous plaît. Il y avait plein de questions à Genève. Vous n'allez pas me dire que les... Voilà, tout là-haut. Non, c'est bon. On peut aller se coucher. Là, levez la main pour prendre le micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. Bonjour, merci pour la projection. Je voulais vous poser la question, quand vous traitez d'un film avec un sujet éminemment politique comme celui-là qui concerne une affaire qui a existé, mais pour laquelle, vous le dites, il y a forcément des trous dans les reconstitutions et donc pour lesquels vous inventez du dialogue, la possibilité n'est pas exclue que votre objet culturel persiste dans l'histoire, dans la tête des gens, au moins autant, voire plus que la réalité des faits qui ont existé. Comment vous gérez le fait d'avoir potentiellement mis dans la tête des gens des choses réelles et des choses que vous avez inventées sans distinguer à l'écran ou par une manière quelconque? Ma responsabilité. Voilà, pour le bien ou pour le mal, hein. Vous pourriez avoir donné une meilleure ou une moins bonne image de n'importe qui dans le film. Votre question, elle est très bonne. Globalement, quand on fait des films, on a une responsabilité quand on fait des films. Et on essaye de faire des films avec une certaine éthique, et encore plus quand ça concerne des gens qui ont existé. Après, un film reste un film, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur, il y a une marge de subjectivité, il y a de la mise en scène, il y a des choix, il y a des choses qui ont été retranchées, c'est pas exhaustif. Les débats ont duré 5 heures, le film dure 1h50, 5 jours, et le film dure 1h50. Donc forcément, c'est une œuvre subjective. Même si on tend à l'objectivité, même si on a fait les choses avec sérieux, même si on a essayé d'être honnête, qu'on a essayé de respecter la parole contradictoire, la parole de la partie civile et la parole de la défense, tout ça, qu'on a essayé de ne pas induire le point de vue des jurés, des gens dans la salle et de vous, spectateurs, sur l'innocence ou la culpabilité de Goldman, ça reste une mise en scène. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un autre que moi ferait le film, vous auriez un autre sentiment. Voilà, et donc cette subjectivité dont vous êtes conscient, vous la situez de quel côté, entre guillemets? Mais elle est partout. J'en suis conscient, et il y a du conscient et de l'inconscient dans la subjectivité. C'est une œuvre de fiction, avec des partis pris. Le montage, on reste sur un visage, on s'attarde sur un autre visage. Les acteurs, on choisit un acteur puissant, plus ou moins puissant pour jouer tel ou tel personnage, donc ça donne de la puissance à son propos. Enfin voilà, faire une fiction, c'est ne faire que des choix. Et ces choix induisent tous une forme de subjectivité. Donc on ne peut pas prétendre qu'une œuvre de fiction soit objective, c'est pas possible. Ça sera un mensonge, puis c'est l'inverse de la fiction. La fiction, c'est une manipulation du spectateur. C'est comme ça. Donc c'est un film. La seule chose que je peux dire pour ma défense, et c'est pour ça qu'on a rajouté ce carton où on précise que c'est une fiction, c'est un film. C'est pas l'œuvre définitive sur l'affaire Goldman. Mais vous savez, quand un journaliste fait un reportage et qui tend à la fameuse objectivité du journaliste, c'est aussi subjectif, évidemment. Ça n'existe pas, l'objectivité. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis là-dessus? On peut, hein. Autre question? Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Dans la mesure où on utilise les vrais noms des gens et qu'on se réfère à une vraie affaire, c'est une vraie question, mais voilà... Mais même un documentaire, c'est pareil. Un documentaire, il y a un point de vue, il y a de la mise en scène et il y a de la subjectivité. À partir du moment où vous êtes dans une salle de cinéma et que vous regardez quelque chose par le prisme d'un metteur en scène, vous êtes dans son regard. Il n'y a pas de question, en fait. Attendez, le micro arrive. Voilà. Oui. Alors, on n'a jamais su qu'il a exécuté, qu'il a tué. C'est vrai. Et donc personne n'a jamais rouvert une enquête sur ça. Oui, alors évidemment, ça ne concerne pas du tout le film, puisque le film s'arrête au procès. Mais bon, en gros, il y a deux mystères. Il y a deux mystères dans la vie de Pierre Goldman. C'est est-ce qu'il a tué ou non ces fameuses pharmaciennes? Il y a la question, malheureusement, la question est encore ouverte aujourd'hui. Et
Et il y a encore des doutes sur son innocence. Et il a été assassiné, tout le monde le sait, enfin en tout cas les gens qui connaissent l'histoire, il a été abattu dans la rue 3 ans après sa libération. Et il y a eu des hypothèses, des revendications, mais il n'y a pas de certitude sur qui l'a tué. Donc personne n'a jamais voulu vraiment chercher. On mettait en question la police, on disait que justement c'était... Oui, il y a eu on a soupçonné la police de l'avoir tué, on a soupçonné un groupuscule d'extrême droite, on a aussi soupçonné un groupuscule d'extrême gauche, on a soupçonné un règlement de compte crapuleux, de voyous. L'extrême droite, oui, parce que lui, il était clairement contre, il était déjà... Lui, il était de gauche, clairement, il avait déjà eu des conflits avec d'autres personnes d'extrême droite. Ah bah de toute façon, lui s'est jamais caché d'avoir une vie un peu dévoyée. Mais enfin, personne n'a voulu chercher. Excusez-moi, il y a une autre question derrière, monsieur. Oui, là-bas, merci. Je peux vous laisser passer le micro. Bonsoir, merci pour votre film. J'ai une question vraiment assez simple. Vous parliez des acteurs, des choix des acteurs par exemple puissants ou moins puissants. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi Arthur Harari pour l'avocat de la défense. Sachant que moi, je connais pas très bien l'affaire, mais j'avais lu une chose très simple, c'est que semble-t-il que l'avocat, enfin la personne Feigeman, sa nature était plutôt spectaculaire. Voilà, je me suis posé la question si c'était quelque chose qui était, enfin voilà, je me suis posé la question. Oui. D'abord, c'est un des premiers procès d'assises de Kejman, donc il est peut-être devenu spectaculaire avec le temps. Je suis pas sûr qu'il l'était au départ. Moi, j'ai rencontré Kejman, il était plutôt quelqu'un de très posé, de très mesuré. C'est une intuition, c'est comme ça, c'est aussi des oppositions de caractère. Disons que le travail de casting, ça consiste à choisir la personne qui, moi, me paraît le plus crédible. Alors, c'est pas physique du tout, c'est vraiment effectivement de trouver un caractère, un tempérament qui me paraît correspondre au personnage. Ce que j'aimais bien chez Arthur Harari, c'est qu'il a quand même quelque chose de très, très réfléchi, très, très décidé, très intériorisé, par rapport à la personnalité de Goldman qui est très show-off, comme ça, très spectaculaire. J'aurais pas, disons, alors du point de vue de la fiction, j'aurais pas trouvé très intéressant qu'ils aient exactement le même tempérament. Mais Kejman, que j'ai rencontré, il était quelqu'un de très séduisant, très charismatique, très imposant, mais pas spécialement spectaculaire. Non, je dirais pas. Peut-être qu'en plaidoirie, il l'était. Là-haut, monsieur. Oui. Un peu plus haut. C'est pareil, dans le choix de l'acteur, il y a une part de subjectivité. Moi, je me posais la question, pourquoi le format 4/3 ? Parce qu'avant, vous avez parlé de sobriété dans l'image. Ouais, mais c'est juste que je me disais, voir en 2023 un film en 4/3, ça me semblait plutôt être un parti pris esthétique assez prononcé, quoi. C'est pour ça que je me demandais. Ou alors c'est vraiment dans la sobriété. Non, d'abord c'est un format que j'aime beaucoup, donc j'attendais l'opportunité de pouvoir faire un film en 4/3. Et ça me paraissait bien adapté au fait de faire des images qui soient un peu comme des images d'archives, en fait. Voilà. Mais c'était pas une volonté purement formelle, quoi. Et puis je trouvais intéressant pour détacher des visages, pour faire des portraits. Je trouvais que ça permettait vraiment d'isoler des visages assez facilement. Il y a là-haut, tout là-haut. Ah pardon. Attendez, allez d'abord en haut. Comme ça, de la ligne du haut, après on descendra en bas. Ils sont tous à droite. Pourquoi ? Oui. Oui, j'avais une question qui est aussi relativement simple. En faisant un film de procès, vous vous inscrivez quand même dans une lignée d'énormément de cinéastes, de films, et je me demandais s'il y avait des films qui vous avaient servi de référence ou au contraire de repoussoir peut-être pour arriver à ce résultat. Non, ni l'un ni l'autre. Non, je me suis pas tellement référé à des films. Je me suis plutôt j'ai essayé d'inventer ma propre forme. D'ailleurs, ça respecte pas tellement les règles de les procès sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Là, vraiment,
c'est un peu une arène, ce procès-là. Enfin, voilà, on n'a pas hésité à jouer avec les codes et j'ai essayé de trouver la forme qui m'a paraissait le plus correspondre au tempérament de Goldman et cette histoire-là en particulier. Non, j'avais pas de référence spécialement en tête. Monsieur, à côté. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'immenses films de procès. Hein. Mais non, je savais plutôt ce que je voulais pas. Je voulais pas d'acteurs trop bien peignés qui disent trop bien leur texte. Quoi. Je voulais qu'il y ait quand même une tension, que les acteurs soient pris dans quelque chose. Voilà. Bon, tout d'abord, ici. Tout d'abord, j'ai fort aimé, apprécié le film, donc j'ai pas senti le temps passer. Mais ce qui m'a, un petit peu dans la même logique de la question qui vient d'être posée, j'ai tout le temps une impression, et je ne sais pas si c'est mon impression à moi et dans quelle mesure ça vous a influencé vous aussi, mais j'ai tout le temps eu le procès Dreyfus in the back of my mind. Est-ce que ça a joué un rôle quelconque dans la réalisation du film? Bah, qu'est-ce que vous appelez le vrai procès Dreyfus ou le film qui a été fait sur l'affaire Dreyfus? Ah oui, mais en tout cas, le spectre de l'affaire Dreyfus, je pense, était important dans le contexte. Je pense qu'à un moment, Pierre Goldman, il a bénéficié d'un contexte, c'est-à-dire, c'était les premiers récits sur la Shoah. Lui a beaucoup convoqué la Shoah dans son livre, l'histoire de ses parents, l'héroïsme de ses parents. Et je pense que, oui, il y a eu un climat autour de lui. D'abord, les gens étaient persuadés de son innocence, la presse, enfin voilà, vraiment, il y avait un climat très favorable. Ça, Kiegemann me l'a confirmé. Et probablement, il y avait le spectre d'une nouvelle affaire Dreyfus, en fait. Voilà. Mais ça, c'est aussi le génie de Goldman d'avoir politisé son procès, en fait. L'affaire est pas politique du tout, c'est une affaire crapuleuse, c'est basique. Hein. C'est un type qui rentre dans une pharmacie et ça dérape. Est-ce que le type c'est lui ou pas? Voilà, c'est ça la vraie question qui est posée par le procès. Mais lui, il convoque une histoire qui est plus grande que lui, alors qui le dépasse, qui dépasse l'affaire. La révolution, qu'est-ce que c'est que d'être un enfant de la Shoah et tout ça. Donc effectivement, je pense que oui, il y avait le spectre de l'affaire Dreyfus. Ouais. Ben, à côté, puis après on descend. Je dirais plus dans l'affaire que dans mon film. Oui, pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire figurer au procès l'épouse de Pierre Goldman alors qu'elle n'y était pas, qu'elle se plaint dans une interview au Monde aujourd'hui que c'est une petite entorse à la vérité historique? On a été induit en erreur, on a pensé qu'elle y était. Non, mais voilà, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur et en même temps, de mon point de vue, c'est une erreur heureuse parce que je pense que c'est une des plus belles scènes du film. Et que quelque part, ça aurait été étrange qu'elle soit pas là, dans la mesure où on avait envie vraiment de faire un film. Après, il y a d'autres choses qui ont été inventées dans le film. Hein. On s'est pas rigoureusement tenu. Les scènes de souricière sont inventées, la scène d'ouverture entre les deux avocats est inventée, la scène où Chouraki dit à Kiegemann de mettre la judaïté dans sa plaidoirie est totalement inventée. Enfin voilà, on s'est pas interdit d'inventer des choses. Mais elle a quand même demandé à ce que ça... Attendez. Bah oui, elle a le droit. Il y avait madame. Elle a le droit, oui, bien sûr. Il y avait... Parce que le film était déjà fait quand elle a demandé. Il y avait madame ici? Parce qu'à partir du moment où on faisait une mention spéciale pour elle, il fallait faire comme tous les gens cités dans le film sont des gens cités avec leur vrai nom et leur vraie identité. Il aurait fallu. Il n'y avait pas de raison de faire une mention spéciale pour elle. De notre point de vue à nous. Oui. Attendez. Madame? Oui, merci beaucoup pour ce film. J'avais une question concernant la musique, il n'y en a pas du tout. Je suis là. Bah, c'est très reposant, hein, merci beaucoup. Qu'il n'y ait pas de musique? Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il n'y ait pas de musique et ça crée vraiment une tension et on a une concentration tout au long du film. Je voulais savoir si c'était dès le départ que vous aviez choisi de ne pas mettre de musique ou si c'était quelque chose qui était... Oui, absolument. C'était le parti pris du film, c'était de ne mettre ni musique, ni flashback, ni de ne pas illustrer les choses, en fait. La musique, il faut comprendre que c'est assez puissant, la musique au cinéma. Ça crée du point de vue, en fait. Déjà, le choix de la musique, le choix de l'endroit où on met de la musique, ça... C'est pas, alors à nouveau, c'est pas comme le 4/3, c'est pas un choix esthétique, c'est un choix de narratif. Il faut bien comprendre que
c'est pas pareil un choix esthétique et un choix narratif. Un choix narratif, c'est vraiment un choix de forme qui est au service du fond, et c'est pas un choix de forme qui est au service de la forme. Et le 4/4, j'insiste, c'est vraiment un choix narratif. L'absence de musique et l'absence de montage son aussi, il n'y a pas des sirènes, il n'y a pas d'habillage sonore. C'est un choix narratif pour à nouveau concentrer le spectateur sur la parole et surtout lui laisser le choix de se positionner lui, d'avoir sa propre conviction, son intime conviction, de laisser la conviction de chaque spectateur se développer dans le film. Voilà. Et alors c'est vrai que comme les films sont bourrés de musique et de montage son, d'habillage sonore, ça apparaît comme une figure de style du coup, alors que c'est juste en fait de la sobriété. Voilà. Il y a une question là, madame. Merci. Merci beaucoup pour votre film que j'ai vraiment énormément apprécié. Merci. Personnellement, j'ai ressenti le président comme favorable à la partie plaignante, parce qu'il laissait effectivement le conseil des plaignants poser les questions qu'il avait envie, plaider même par moments, alors qu'il intervenait à chaque fois que Maître Kijman débordait un tout petit peu. Plaignant, c'est-à-dire vous appelez la partie civile? La partie civile, oui. Vous trouviez que le président était plutôt du côté de la partie civile? Je l'ai ressenti comme ça et je vous demande si vous l'aviez voulu ainsi, parce que vraiment, il laissait effectivement le conseil de la partie civile intervenir comme il avait envie. Hein, et l'autre, et la défense, il le rabrouait parfois même. Oui, mais il laisse beaucoup Goldman s'exprimer aussi quand même. Oui, oui, oui. Je crois pas. D'après ce qu'on a lu, enfin c'est pas volontaire en tout cas si c'est le sentiment que vous avez eu. Ce qu'on a lu nous dans les commentaires, c'est plutôt que c'était un président qui tenait pas très bien sa salle. D'accord. Et ça, la personnalité du président donne une couleur à un procès, finalement. Donc c'est plutôt ça, c'est qu'on a lu que c'était une salle pas très bien tenue, quoi. Alors peut-être pas aussi agitée que ce qu'elle est dans le film, mais quand même c'était une salle où les jurés intervenaient. Enfin voilà, cette altercation entre Kijman et Garros sur l'intervention permanente des jurés, elle a existé, etc. Ouais. Oui, ça n'est pas possible. Et puis les gens du public qui tout à coup commençaient à prendre la parole. Enfin, mais il y a plein de moments où on sent que le président est un peu amusé par Goldman. Que les facéties de Goldman l'amusent et qu'il réfrène son amusement. Non, moi j'aimais bien finir le film sur le gros plan du président parce que ce que je trouvais que racontait le gros plan du président à la fin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, c'est qu'un sentiment d'inaccompli. Il voit le résultat, il est obligé de l'admettre. Goldman est acquitté des 2 meurtres. Il y a un camp perdant et un camp gagnant, hein, c'est malheureux, c'est la règle de la justice. Et voilà, pour moi, il y a un sentiment de quelque chose d'inaccompli, enfin voilà, d'imparfait. Mais oui, et ça, vraiment ce qu'on peut penser de la justice. C'est pas le résultat qu'il aurait voulu, le président, comme, enfin, en tout cas. Lui. Ah, c'est ça que vous ressentez, qu'il était content du résultat ou pas? Non, qu'il n'était pas. Ah oui, ouais, vous avez tous ressenti qu'il était plutôt du côté de la partie civile? Non, je crois qu'il y a visiblement c'est assez partagé. On pourrait refaire le procès. J'avoue que c'est mon job. Hein. J'étais présidente. Vous avez été présidente. Ah, ben voilà. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un bon président? Non. Mais à cause de sa mollesse ou à cause de son manque de neutralité? Surtout sa mollesse et le manque de neutralité aussi dans ses interventions. Mais moi je ressens plutôt l'inverse. Je le sens un peu complaisant avec Goldman. Mais globalement, on sent que... Qu'est-ce que vous avez pensé de la plaidoirie de l'avocat général? Non, ça m'intéresse. Alors, oui, je l'ai trouvé très bien. Moi aussi. Oui, vraiment. Alors non, mais c'est un détail, c'est une question, parce que c'est un détail qui vaut... Parce que c'est le seul... La plaidoirie de l'avocat général, c'est le seul élément qu'on a rapatrié du premier procès. Ah, bah c'était c'est la plaidoirie du premier procès. C'est la plaidoirie qui a condamné Goldman à perpétuité. Ah, voilà. Bah oui. Oui. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup apprécié la plaidoirie du premier avocat. De Garot. Oh, oui, je sais pas. Oui, bah parce qu'elle est très idéologisée aussi. Oui. Ah, c'est quoi le problème? Non. L'avocat de la défense. oui.
Ouais, Alors ça, les gens sont très partagés. Il y a des gens qui la trouvent limite comique, ridicule, et il y a des gens qui la trouvent très très émouvante. Bah, le problème, c'est qu'il convoque le père. Et vous l'avez pas aimé dans le sens où vous l'avez trouvé un peu inapproprié. Oui. Et la plaidoirie de Kiechman? Ah, mieux. Bien. Bien. Ah, elle est remarquable. Oui. Enfin, moi, je la trouve remarquable. Mais on n'a pas modifié les plaidoiries. Hein. On les a un tout petit peu coupées. Vous comprenez bien que pour les besoins du cinéma, on a de temps en temps besoin d'aller un peu plus vite, mais on les a vraiment respectées au maximum. Et elles sont toutes les 4 dans un style très différent. Et elles amènent chacune un éclairage très différent. Pas seulement sur l'affaire, mais aussi sur le contexte, sur l'époque, sur comment ce procès convoque aussi la société, enfin voilà, une histoire plus grande que le procès. Et voilà, c'est pour ça qu'on tenait à les garder toutes les 4. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame. Il y a encore une question ici. Là. Ou 2, là. Enfin, je sais pas, mais monsieur, ici. Ouais, là. Puis après, en dessous. Bonsoir, merci beaucoup. Ce film évoque beaucoup de choses pour moi compte tenu de mon âge canonique, mais bon. J'étais à Paris en 68, donc vraiment, c'est des choses qui étaient importantes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que vous venez de déclarer que vous avez reconstitué le procès. Vous n'avez pas eu accès aux minutes du procès, ce qui est d'abord pour moi une première surprise, cette espèce de secret, semble-t-il, puisqu'il y avait... Non, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret, c'est pas un secret. Enfin, je vous dis ce qu'on nous a dit. Évidemment, c'est la première chose qu'on a cherché à obtenir, c'est les minutes du procès. Ben, c'est ça qui me surprend quand même. Mais c'était pas ma question. Je vais vous expliquer ce qu'on nous a répondu. Absolument. Mais je l'ai pas déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. On nous a dit qu'à l'époque, les greffiers ne notaient pas les débats, donc qu'elles n'existaient pas. Ah bon, alors ma question a peu de sens. C'était en fait, si vous aviez eu accès à ces minutes du procès... C'était notre rêve. C'était notre rêve. Est-ce que le film, j'imagine, aurait été totalement différent? Ben oui, on est dans la marge d'erreur. Hein. Il faut bien comprendre que il y a une marge d'erreur, il y a une marge interprétative, il y a... Est-ce que le film aurait été différent avec les minutes du procès? Oui, sûrement qu'on aurait eu accès à des choses qu'on n'a pas eues. Peut-être que la couleur même du film aurait été différente parce que les débats auraient été... On a fait une reconstitution avec le matériel qu'on avait et avec nos intuitions, voilà, et notre imagination. Mais j'ai commencé par ça, hein, à la question de monsieur, j'ai dit... Oui, tout à fait. Oui. J'ai dit que même si le film avait été fait par quelqu'un d'autre, il serait très différent, forcément. Est-ce que vous avez inventé les témoignages, enfin les témoins qui accusent Goldman? Est-ce que je les ai rencontrés? Non, inventés. Les dialogues, non. Puisqu'ils sont racistes. Non. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont tous racistes. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le... Ils sont tous les policiers, sont tous racistes. La fille non, qui... Goldman dit qu'ils sont tous racistes. Qui parle de crouille. Oui, il y a une qui parle de crouille. Non, les policiers aussi. Goldman fait l'hypothèse qu'ils sont tous racistes. Et Kiechman non, je les ai pas inventés. Non, c'est exactement les témoins qui ont défilé à la barre, et c'est leurs mots. J'ai pas inventé de phrases racistes, je les ai pas chargées, comme on dit, quoi. On n'a pas exagéré. Parce qu'avec la fille, on a... Mais je crois pas qu'ils disent tous des trucs racistes. Oui, quand même. Ah ben, ils sont contre lui. Non, mais le point commun entre tous les témoins, c'est qu'ils le reconnaissent tous. Il n'y en a pas un qui dit je le reconnais pas. C'est surtout ça, là, ce que je pense que Goldman n'aime pas chez eux. Et Goldman et Kiechman jouent leur partie, c'est-à-dire ils les décrédibilisent. Et d'ailleurs, ce à quoi Garot dit, et si tant est qu'un témoin soit raciste, antisémite, ça n'empêche pas de dire la vérité sur le fait qu'il a reconnu Goldman, donc c'est quand même... Mais oui, dans les phrases racistes, mais il y a beaucoup de gens racistes, hein, de toute façon, c'est pas... Ouais, monsieur a dit surtout la police, mais... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens racistes tout court, donc aussi dans la police. Encore une question, attendez, juste on peut demander... Ouais. Est-ce que vous avez acquis une conviction vous-même après avoir
fait votre film? C'est difficile cette question. Comme j'ai fait le film dans le sens de laisser les gens libres de leurs convictions, c'est compliqué pour moi de l'imposer. Non, j'ai pas acquis de conviction. Moi, je suis pas omniscient, je suis pas plus malin que. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de choses. Ce que je sais, c'est que avec le temps, il y a beaucoup de doutes. Je sais pas pour les gens qui sont intéressés à cette affaire, mais voilà, il y a des gens qui l'ont soutenu Goldman à l'époque, y compris leur distance avec le temps. Donc voilà, je vois qu'il y a des doutes en tout cas. Est-ce que vous avez acquis une conviction? Voilà. Je vous propose que sur ce doute, parce que je pense quand même que le film, c'est ça qui est formidable, c'est quand même qu'il laisse le doute chez tout le monde, d'une façon ou d'une autre, un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, par rapport à tous les personnages et par rapport à cette histoire, et qu'on remercie encore Cédric Kahn de nous avoir rejoints et pour ce film magnifique. Donc comme toujours, dites-le à vos amis si vous l'avez aimé, et dites-le à vos ennemis si vous l'avez détesté. Merci. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous.